Il y a 70 ans, tout au long du premier semestre 1945, les armées soviétiques à l'Est et les armées britanniques et américaines libéraient les camps. Et s'est inscrit alors dans le martyrologe du XXe siècle les noms terribles d'Auschwitz, Buchenwald, Dora, Mauthausen, Dachau, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Sachsenhausen, Neuengamme, Flossenburg, Gross-Rosen, Treblinka, Soblinka, Majdanek, Belzec, Stutthof, à ne pas confondre avec le Struthof, qui était le camp, vous le savez, de concentration sur le territoire français. En 1945, l'hôtel Lutetia à Paris, qui avait accueilli pendant la guerre les services de l'Abwehr allemand, a été transformé en lieu d'accueil des quelques rares survivants des camps. Ils étaient très rares, car il y a un chiffre que nous ne devons pas oublier: 5 100 000 juifs et tziganes ont été déportés, la plupart ne sont pas revenus, et à ces 5 100 000 juifs et tziganes s'ajoutent 600 à 650 000 résistants et opposants politiques au régime nazi. N'oublions pas qu'en France, 76 000 juifs, dont 11 000 enfants, et aucun de ces 11 000 enfants n'est revenu, ont été déportés, et que 42 000 de nos concitoyens ont été eux aussi déportés pour fait de résistance. À l'hôtel Lutetia a donc défilé les quelques survivants. Mais leur parole a été rare. Leur parole a été rare, car la France retrouvait la liberté, la France donnait l'image d'un pays qui voulait repartir, qui voulait tourner la page. Ils n'ont que très peu parlé. Comment d'abord peut-on parler de l'indicible? Et puis parler, n'était-ce pas se mettre en avant? N'était-ce pas impudique? N'était-ce pas gênant de parler? Il a fallu attendre de longues années pour que la parole des déportés s'éleva dans notre pays. Ce fut notamment en 1987, à l'occasion du procès Klaus Barbie, qui pour la première fois, autour de cette première condamnation de la France pour crime contre l'humanité, réunit à la fois la communauté des résistants et la communauté des juifs, pour montrer l'universalité de la répression nazie. Alors que faire en ce 70e anniversaire, sinon nous taire et donner la parole à ceux qui peuvent encore parler, ceux qui peuvent parler à l'indicatif, ceux qui peuvent exprimer un vécu. Oh, nous n'aurons malheureusement plus beaucoup d'occasions au cours du 80e ou 90e anniversaire de la libération des camps, hélas, d'avoir le privilège de rencontrer des résistants. Et c'est pour cette raison que la ville de Chambéry a eu l'excellente initiative de réunir les derniers déportés vivant encore sur le sol de la Savoie. Oh, il n'y en a pas beaucoup, il y en a exactement 6. Et sur ces 6, eh bien, il y en a 4 présents parmi vous. Il y a bien sûr Henri Maître, qui anime beaucoup de réunions mémorielles, et Christian Dessau, à ma gauche, et nous parlerons avec eux de ce travail de mémoire. Il y a Charles Galin-Martel, qui est à ma gauche, et il y a enfin André Charon. C'est le contraire, veuillez m'excuser, André Charon, qui, lui, vient de Saint-Offenge-Dessous. Les deux manquants, et nous le regrettons beaucoup, c'est Amélie Zenzen-Guimard, la courageuse femme de ménage de la ville aménagée rue François Charvet, qui communiquait avec l'extérieur, qui fut arrêtée et déportée. Malheureusement, son état ne lui permet pas d'être parmi nous, pas davantage que M. Louis Moureau, dont j'aurai tout à l'heure l'occasion de reparler, puisque son fils nous fait l'honneur d'assister à cette séance. Alors oui, nous allons les écouter, et je voudrais tout d'abord demander à Christian Dessau, 1943,
c'est le début de votre triste aventure, mais 1943, vous êtes en résistance. Pourquoi êtes-vous en résistance et que faites-vous en résistance? J'ai mon père qui est un officier de l'armée française. Et toute ma petite jeunesse, les 4 frères que nous sommes, mon père est veuf. Donc ces histoires, c'est la Grande Guerre 14-18. Quand arrive la déclaration de la guerre 39-40, moi je connais que des ennemis, ce sont les Boches. Toute ma petite jeunesse est passée avec les Boches. Donc j'arrive, la guerre, j'ai 14 ans, c'est pas mon truc pour l'instant. Et c'est en 1942 que ça va commencer. Quand je suis au collège, on a décidé avec 3 camarades à essayer de faire quelque chose. Donc nous allons faire quoi? D'abord parce qu'on se rappelle, nous n'avons pas entendu le discours du général de Gaulle du 18 juin 1940, nous avions 14 ans, donc on va faire les V, des grands V qui veulent dire victoire, on les fait à la chaux, il n'y a pas de peinture, vers les garnisons des soldats allemands. Il faut que je vous dise, moi mes origines c'est Compiègne, Compiègne dans l'Oise, où il va y avoir le plus grand camp d'internement pendant la période de l'occupation allemande, et il y a 4 garnisons de soldats allemands sur la place de Compiègne. Il y a plus de soldats allemands bientôt que de civils. Donc on va faire CV à la chaux, vers les garnisons, on va leur voler leur vélo pour les obliger à marcher à pied, on va couper les fils téléphoniques, on va entrer dans les bistrots parce que nous avons tous les interdits, nous les jeunes, interdit d'être en groupe, interdit de chanter, interdit dans les bistrots, interdit de salle de cinéma, enfin nous avons tous les interdits. Donc on va dans les bistrots pendant qu'ils chantent les Allemands leur victoire, nous, leur barbotte, leur manteau, leur capote et leur talon, parce que peut-être ça pourra nous servir. Ça nous a servi. Tout ça, eh bien, un jour, en sortant du collège, on voit un personnage qui est là et qui nous attend, et il va nous dire comme ça, les petits, tout ce que vous faites, c'est bien, vous prenez de grands risques, il serait peut-être mieux d'entrer dans un véritable réseau. Vous pensez, on a 16 ans, entrer dans un réseau de résistance, non mais il faut le faire. Alors on est d'accord, et donc nous allons entrer sur les 3, 2 seulement, dans le réseau Jean-Marie Buckmaster, qui est notre chef du groupe des Bleuets, parce qu'un réseau a beaucoup de groupes, eh bien, il sera le groupe des Bleuets, des missions spéciales, déraillement de train, parachutage d'armes, transport d'armes sur Paris. Nous avons fait tout ça. Et nous avons été dénoncés en 1943. Nous allons en parler. L'entrée en résistance, Monsieur Gala-Martel. Monsieur Gala-Martel, en ce qui vous concerne, cette entrée en résistance. Alors, c'est pas tout à fait comme Dussault. Parce que à ce moment-là, j'étais dans l'armée de l'air. J'étais prof des mécaniciens avions dans l'armée de l'air et j'ai été démobilisé en 1942. En 1940 plutôt. Et je me suis engagé un petit peu après et j'ai été démobilisé une deuxième fois en 1942 lorsque les Allemands ont envahi la zone sud. Et puis, à ce moment-là, les Allemands ont demandé à ce que 3 classes de chez nous soient envoyées pour travailler en Allemagne. Alors je suis allé passer la visite pour aller en Allemagne. J'ai passé la visite du STO, service du travail obligatoire, et j'ai trouvé un moyen de ne pas y aller. C'est-à-dire que je me suis fait affecter dans les oh, non. Donc vous entrez en résistance à ce moment-là? Pas tout à fait, non. Parce que moi, la résistance, je voyais ça de loin, puisque au point de vue famille, mon père était décédé, j'avais 8 ans, ma mère était seule avec 4 enfants, j'étais le deuxième. Il fallait penser à apporter un petit peu
d'argent à la maison. Alors j'ai essayé de continuer à travailler pour avoir un peu d'argent jusqu'à ce que je puisse me sauver. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait aller dans le maquis quelque part, mais où? J'étais dans la Drôme. Là, je commençais à connaître, et puis j'ai été muté dans la Creuse. Dans la Creuse, je connaissais personne. Seulement, à un moment donné, les Allemands, les Alliés ont annoncé le débarquement. Et aussitôt, moi, avec le débarquement, j'ai dit que ça y est, je me décide, je pars. Je suis parti, j'ai déserté, parce que j'étais considéré comme militaire. J'ai déserté, les soldats, je les ai emmenés avec moi, et on a rejoint le maquis. Alors, le maquis, je suis bien tombé sur un maquis très bien organisé, avec des liaisons avec Londres. Et bon, j'ai commencé le travail du maquis. Le travail du maquis, c'est aller faire des embuscades. À quel endroit ce maquis? Dans la Creuse. Dans la Creuse, oui. Parce que j'étais sous-chef de section de 30 soldats chacun. Et on est rentré en contact avec les Allemands plusieurs fois. On était logés dans un petit hameau, il y avait 7 ou 8 maisons, pas plus. La deuxième fois, les Allemands se sont rapprochés, et puis la troisième fois, ils nous ont surpris à 6 h du matin, je crois que c'est très tôt le matin. Ils sont rentrés dans les maisons, et ils ont tué tout ce qu'il y avait, toutes les personnes, maquis ou propriétaires, et ils ont mis le feu. Moi, j'étais dans une vieille maison dans un coin du hameau, avec 6 gars qui étaient avec moi. On avait passé la nuit au travail. On a entendu les Allemands qui rentraient en dessous, ils ont discuté. Il y a un soldat qui est monté les escaliers, et on était derrière la porte, avec des pistolets, on attendait qu'il ouvre. Il n'a pas ouvert. S'il avait ouvert, on l'aurait peut-être tué, mais on aurait été tué tout de suite après. Quoi. Il est descendu. Alors, le lendemain matin, après avoir attendu un peu, j'ai réuni reparti avec les hommes, j'avais une carte d'état-major, et on a rejoint un lieu-dit dans une forêt qui n'était pas loin. Alors là, je vais continuer, et une deuxième fois, je suis allé avec un lieutenant et puis 2 ou 3 sergents et quelques hommes pour camoufler 25 tonnes de parachutage qui avaient été parachutées la veille. On a travaillé toute la journée, et le soir, quand on est fini, on a traversé le terrain de parachutage pour rentrer. Et c'est là qu'on a vu un groupe de soldats en bas qui nous faisaient des signes avec des mouchoirs. Et puis on s'est aperçu qu'ils avaient tous des casques. Donc moi je me suis mis allongé par terre. Dès que j'étais par terre, ils ont commencé à tirer. On a essayé de se sauver, le lieutenant a commandé le repli parce qu'on avait le temps. Manque de chance, on a un camarade qui a été blessé. Je suis revenu en arrière pour essayer de le ramener. On n'a pas pu. Et c'est comme ça que je me suis fait arrêter par les Allemands. Tout de suite après. Alors, merci. Nous allons revenir après sur l'arrestation. Je vais interroger maintenant Henri Maître, puisque nous évoquons l'entrée en résistance jusqu'au moment de l'arrestation. Alors Henri Maître, on se rapproche de Chambéry, on se rapproche de la Savoie, puisque si j'ai bien compris, ça se passe dans l'avant-pays savoyard. Je n'ai pas compris. Quand est-ce que j'ai commencé? Oui. Alors j'ai commencé le 18 juin 1940. Nous étions à Caluire, et un papa et mes frères, maman, nous écoutions l'appel du général de Gaulle. Papa, après la fin du général de Gaulle, j'ai vu ce soldat de la guerre de 14, il avait fait toute la guerre de 14-18, une lame collée sous sa joue,
Il nous a emmenés dans une pièce où il y avait un casque allemand et un Moser allemand au mur pendu. C'était un trophée de la guerre 14. Il les a décrochés. Et il y avait mon frère Georges, mon frère Maurice, maman, moi-même. Je crois pas que Père était là. Et il nous a regardés en disant, voilà mes enfants, vous savez maintenant où est votre devoir. Je parle de mon frère Georges car il venait de passer les lignes, il était dans les chars d'assaut. Il a pu passer des lignes et rejoindre Londres. Il a fini d'ailleurs à Londres, où il y a eu la création des Bérets Rouges, avec comme chef le colonel Bourgoin, dit Manchot, commandant Simcoe, lieutenant Pudumac, etc. Et il a fait toute la guerre dans les Bérets Rouges. En ce qui me concerne, j'apprenais le métier, et ensuite le métier de mécanicien de précision, tours, fraises, etc. à l'usine Sigma, à Vénissieux. Sigma faisait des pompes à injection et également des moteurs Hercule 8 cylindres, qu'on appelait les vaches à lait parce que c'était des gros moteurs, et qui étaient mis sur les avions de ravitaillement pour l'armée pour emmener des médicaments ou des nourritures. Mais le sabotage à l'usine Sigma a commencé d'abord par des traques, et ensuite quelques genoux. Et ensuite, l'on m'a demandé d'aller plus loin. L'on m'a demandé, je vais vous le dire après, d'aller plus loin, de voir les machines, saboter des machines. Pas de machine, pas de précision, retard dans la fabrication, pas de carter. Car l'armée allemande savait qu'il y avait cette usine, et d'ailleurs, pendant la guerre, l'usine a approvisionné les Allemands de quelques moteurs, quelques carnets de ce moteur. J'ai donc saboté des carters, saboté surtout une fraiseuse rotative de haute précision et d'autres machines. Bref, sabotage. Ensuite, un réseau de Lyon, un réseau de résistance. C'était M. Molsen, en l'occurrence, qui était membre de ce réseau, m'a demandé de lui fournir un opérateur radio. Et l'opérateur radio, je connaissais à Montsouis, nous habitions Montsouis, qui n'est même pas une commune, qui est un lieu du Montsouis, qui est entre Caluire et Cuire, dans le Rhône. Et l'ONM, c'est-à-dire l'Office national météorologique, était replié au fort de Montsouis. Et comme je connaissais un opérateur radio, qui était devenu un ami, et qui m'a appris d'ailleurs à y mettre, je lui demandais s'il voulait participer et pour créer un réseau de radio. Je savais que le danger était très grand, je savais qu'il était marié, je savais qu'il avait 3 enfants, et je le savais patriote. Mais il m'a dit oui tout de suite. J'ai dit non, pas du tout, ton oui, je ne l'accepte pas. Une nuit va passer, tu vas réfléchir, car n'oublie pas, les radios, il n'y a pas de pitié. Pris sur le fait, tu es de suite. Et il me dit, je sais, mais ça ne fait rien. J'ai dit, tu dis cela maintenant, mais une nuit. Le lendemain, je le revis. Et avant que je lui pose la question, il dit, c'est toujours oui. Hélas, ce héros, qui s'appelait Blanc-Clos, qui habitait Rouen, ou Tours, je l'avais, Tours ou Rouen, une des 2 villes, 15 jours après, était pris par la Gestapo, en train de les mettre, et tué sur place, fusillé sur place. Votre arrivée en Savoie. Alors là-dessus, bien entendu, à l'usine, l'on me fit comprendre, à l'usine Sigma, on me fit comprendre que j'étais recherché par la gendarmerie, car nous approchons du STO, qui a été fait en 1943. Et également, la Gestapo avait été avertie que certaines machines avaient été retardées par des sabotages, mais elle ne savait pas qui. Bref, l'un des directeurs de l'usine Sigma m'appela et me dit, mon petit, il ne faut pas rester, il ne faut même pas rentrer chez toi, tu risques d'avoir de gros ennuis. Voilà ce qu'il en est. Et c'est comme ça que j'ai atterri en Savoie, à Chambéry. Pourquoi Chambéry, je ne sais pas. J'ai commencé à me trouver à la Croix de Fer. Pourquoi la Croix de Fer? C'est quelqu'un a cru bien faire m'emmener à la Croix de Fer et j'ai passé la nuit contre un rocher toute la nuit à la Croix de Fer pour le matin être réveillé par une brave petite dame qui me dit, mon enfant, il ne faut pas rester là, les Italiens sont sur les collines et avec les jumelles, contrôle, tu risques d'être arrêté. Elle se doutait que je fuyais. Et elle m'a emmené chez eux. Et c'est comme ça que j'ai pu me rendre compte du grand cœur des gens. J'arrive à Chalaiseau, camionnette en camionnette, et à Chalaiseau,
C'est une famille très honorable et que je garderai jusqu'à ma mort un souvenir extraordinaire. La famille Pernet, dont certains doivent connaître, ils avaient une fabrique de meubles. Donc j'ai le gîte, la nourriture, et un très bien par contre défendu d'aller dans la rue, d'aller faire de promener. Et pendant le temps que je suis resté chez eux, un homme venait qui s'appelait M. Poissonnade, qui était professeur de philosophie et qui en fait était déjà dans la résistance. Et toute cette gentillesse, c'était pour savoir si vraiment je m'appelais Henri Maître, si vraiment j'ai habité Caluire, et qui était ma famille. C'était en somme voir le pédigré de celui qu'ils avaient. Et au bout de quelques jours, l'on me dit, ben voilà, maintenant c'est le moment de rentrer en résistance, tu veux prendre des responsabilités, et toujours d'accord. Je dis depuis le temps que je... Allô? Merci. Depuis le temps que j'attends, bien sûr. Alors, ben, tu vas choisir un pseudonyme. Un pseudonyme, oui, ce que tu veux. Alors j'ai choisi Émile. Pourquoi? Parce que si j'avais des responsabilités qu'il voulait me donner, que je me trouve dans la rue, ou que quelqu'un parle d'Émile, ça veut tout dire et rien dire. Émile, ça peut être un voisin ou facteur. Bon. Et puis tu sais maintenant que tu ne peux plus reculer. J'ai dit, je suis d'accord. Eh bien voilà le problème. Nous avons des Slovènes pris le front chez eux, ils sont à la caserne Curial, ils veulent déserter pour ne pas aller sur le front russe. C'est quand même des soldats, puisqu'ils ont 1 an d'entraînement très sévère dans l'armée allemande. Veux-tu en prendre le commandement, du moins d'un groupe, si tu ne veux pas tous? J'ai dit d'accord. Et me voilà parti à la rencontre de ces hommes, où j'ai pu en avoir 14. Le danger dans Chambéry, c'était lorsqu'on les a pris dans une camionnette de charcutier à côté de la station. C'était de voir qu'ils ne se trouvent pas à s'embrasser et parler, parce que la Gestapo, un civil ou un traître, aurait pu dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Non, rien ne s'est passé de mal. Et nous sommes atterris à Yenne, en camionnette. Et à Yenne, j'ai vu un cléard qui s'appelait Yenne, un Yéna, c'était son nom de guerre, Cléard, qui était le chef du coin. Bon. Il m'a dit, bon, ben, si tu veux prendre la responsabilité de l'organisation d'un maquis, la camionnette suit la voiture, et la voiture, c'était 15 Citroën, c'était mon futur beau-père qui nous montra le chemin. On atterrit aux Couleurs, dans la ferme de leurs parents. Aux Couleurs, je rencontrais 2 Slovènes, les 2 premiers qui avaient déserté d'eux-mêmes, et je leur disais qu'il y avait des autres. Bon, ben alors, tout le monde s'est embrassé, etc. C'était la fête. Et nous voilà partis en haut dans la montagne, à un plateau qui est face à la dent du chat et qui s'appelle en savoyard la Capitane. Sur le plan militaire, il a un numéro, je crois c'est le 907 ou la côte 917. Et pendant des mois, je suis rentré avec ces hommes, avec comme but, d'une part, attendre de l'armement, et d'autre part, leur garder leur valeur militaire, étant donné qu'un an d'entraînement dans l'armée allemande, c'était des soldats qui savaient se battre, aussi bien manier mitrailleuse de l'autre qu'en bazooka, combat combiné, mitraillette, grenade, etc. Bref, j'ai eu affaire à des jeunes. Je leur avais dit que je ne pouvais pas me permettre, je n'avais pas de prison pour les mettre dedans, de faire attention, alcool défendu, conduite et manque de moralité avec les jeunes filles défendues, pour les 2 cas, peine de mort. Car il n'était pas question que des gens en pleurs aillent dire à la Gestapo ou à la gendarmerie, notre fille a été violée, etc. Non, j'ai eu affaire à des hommes propres, des soldats, et ils le sont restés jusqu'à leur mort. Je viens de perdre le dernier il y a 5 mois. On va parler de l'arrestation après. Merci Henri Maître de la direction de ce maquis de 13. Alors nous allons entendre sur les circonstances de son arrestation M. André Charon, parce que M. André Charon a été arrêté dans des circonstances lui particulières. En particulier, pas tellement. Le hasard. J'ai été, même pas, c'était même pas le hasard, j'ai été arrêté purement et simplement parce qu'on avait besoin d'otages. Voilà. Je dis particulière parce qu'on oublie très souvent, parmi les victimes des camps de concentration, ce qu'on appelle les raflés.
Il y a la communauté des Juifs, il y a la communauté des résistants, et puis il y a tous les otages. Il y a tous les otages, des gens que l'on a pris véritablement au hasard. Ça s'est passé à Lyon, ça s'est passé en Savoie, et ne l'oublions pas, il ne faut pas oublier ces otages. Pensons notamment aux otages d'École-en-Bauge, ces gens que l'on a raflés à École-en-Bauge. Vous êtes de Saint-Offrange-dessous, il faut, je pense, le rappeler. Dans l'Ain, à côté d'Oyonnax. Allez-y. À quelle époque? Pour le jour de Pâques, en 1944, à la sortie de l'office de l'après-midi, on est attendu par tout un régiment de soldats allemands qui nous ont chargés dans des camionnettes, après tous les hommes, sans distinction. On est emmenés pour des interrogatoires, on a même été devant une falaise pour être fusillés. Puis ça pétait 2-3 coups de fusil par là. Ils nous ont retirés, et puis après ça continuait des interrogatoires. Alors il y en a des interrogatoires à Lyon, à la Santé. J'ai fait Montluc, Compiègne, enfin le circuit de tout le monde, ni plus ni moins. La résistance, je connaissais parce que j'étais en plein milieu, mais c'est tout. Je n'ai pas participé officiellement à quoi que ce soit. J'ai simplement subi les interrogatoires. J'ai jamais trahi qui que ce soit. Je devais avoir bonne figure parce qu'on m'a cru sur parole à tout ce que je leur ai raconté. Alors, j'avais quand même que 17 ans. Hein. Et j'avais assez d'aplomb pour me sauver à la Santé à Lyon, quand on nous a traînés dans les cars pour nous passer à la baignoire, pour nous faire parler. Rien. Il s'agit de l'école de santé militaire que Klaus Barbie avait réquisitionnée à Lyon après avoir occupé l'hôtel Terminus jusqu'au 26 mai 1944, puisque le bombardement de Lyon a eu lieu le même jour que celui de Chambéry. Et le 26 mai 1944, l'école de santé a été atteinte, ce qui a conduit Klaus Barbie à déménager place Bellecour dans les locaux de la Gestapo du 26 mai 1944 jusqu'à la libération de Lyon. Dans l'Ain, il faut le rappeler, des rafles ont été nombreuses en ce mois d'avril. Et il y a celle de Saint-Claude, 343 personnes qui ont été raflées sur le champ de foire et regroupées sur le champ de foire de Saint-Claude, et n'importe qui a été raflé. Et Nantua, c'est le même jour, absolument, c'est le même jour, le jour de Pâques. Je rappelle que quelques jours avant, le 6 avril, il y avait eu les enfants d'Isieux. Il y a eu, au cours du mois d'avril 1944, dans le département de l'Ain, des exactions absolument énormes pour lesquelles, du reste, Klaus Barbie avait été condamné à mort en 1952 pour les faits commis dans le Jura. Combien êtes-vous revenu de Nantua? Je ne sais pas. Tout seul? Il sait pas. Non. Vous n'en avez pas revu? J'en ai revu quelques-uns, mais qui n'ont pas fait le même parcours que moi. C'est pour ça que je ne les connaissais pas avant, je ne les ai pas connus plus tard. Alors nous allons parler du parcours. Le parcours, vous avez rappelé qu'en effet Montluc est le lieu de regroupement de nombreux résistants de la région et qui vont à Compiègne pour la plupart concernant les résistants, qui vont à Drancy concernant les juifs, puisqu'ensuite les convois sont formés, mais nous y reviendrons. Je reviens maintenant à M. Dessau. Nous nous sommes arrêtés, M. Dessau, à votre arrestation, et dans quelles conditions va précisément intervenir cette arrestation? C'est une dénonciation, comment vous expliquez, connaissez-vous les causes de votre arrestation? J'ai appris mon arrestation, comment elle s'est passée, qu'à mon retour en 1945. Je suis arrêté le 14 juillet 1943 à 6h du matin chez mon père. Donc nous avons été dénoncés, mais ça nous ne le savons pas. Nous allons en prison, enfin moi, parce que nous sommes 10 du réseau arrêté le 14 juillet 1943. Donc je me retrouve en prison de Compiègne, on vient me chercher, c'est peut-être 8h du matin, on me fait descendre, et qu'est-ce que je vois dans le service administratif? Mes autres camarades qui sont là.
Donc je l'ignorais, ça. On va nous mettre les notes, les chaînes aux pieds, des chaînes de partout, on fait descendre une trentaine de personnes, dont des femmes, et on nous emmène à travers la ville de Compiègne avec les sentinelles, les chiens, pour que les gens puissent bien voir, à la gare de Compiègne, où j'aperçois mon père. Moi, mon père, il m'a toujours été un personnage spécial parce que il était dur avec ses enfants. Et pour la première fois, je vois mon père avec un petit mouchoir à la main, il avait les larmes aux yeux. J'en revenais pas qu'un combattant comme lui, qui avait eu la Légion d'honneur à 22 ans au front, en train de pleurer pour son fils. Là, on nous emmène en train et on arrive à Saint-Quentin dans la Saint-Quentin, nous savons, parce que c'est là qu'il y a l'état-major de la Gestapo pour le nord de la France, pour Compiègne jusque Paris. Là, on nous emmène dans une grande prison cellulaire. Dès le lendemain, on vient nous chercher. Nous savons, parce que nos chefs nous ont expliqué, attention, le jour où vous êtes arrêté, si vous êtes arrêté, vous allez peut-être parler, alors réfléchissez à tout ce que vous allez raconter. Et je suis dans une cellule, il n'y a rien dans la cellule, un lit contre le mur, un petit lavabo, pas de robinet, et là je pense à ce que mes chefs ont dit. Attention à ce que tu vas dire. Le lendemain matin, on est venu me chercher, on m'a fait descendre en bas, j'avais mes camarades contre le mur, on nous a plaqués contre le mur, on nous a remis les chaînes aux pieds, les chaînes partout, et là on nous a embarqués. Nous savions que nous allions vers l'interrogatoire. Nous sommes arrivés dans une grande propriété. Là, on nous a fait sauter, on est allé dans les sous-sols, il y avait des caves aménagées en cellules, et là, on entend des hurlements à la mort. Moi, je peux vous dire, à 17 ans, j'ai la peau qui serre, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête, et j'entends hurler « maman, maman, maman ». Moi, j'avais plus de maman, j'ai pensé à ma maman. Quand on m'a fait monter les 2 niveaux à toute vitesse, avec encore les chaînes aux pieds, avec les chiens de chaque côté, les Allemands qui se marraient jusqu'aux oreilles, et là, on est arrivé dans une grande pièce, il y avait des parachutes anglais, je les ai vus là, les parachutes blancs. Je savais que c'était pas de notre parachutage parce que j'avais participé à la destruction de ces parachutes. Là, j'ai un gros bonhomme, un officier allemand. Moi, je dis allemand, mais il n'était pas allemand, je suis persuadé que c'était un Français, de ces Français pourris qui avaient déjà dans la Gestapo à l'époque. Il parlait français comme moi, il m'emmène vers le mur, il me fait voir la carte de la forêt de Compiègne, et il me fait voir un endroit, il me dit « Tu connais ?» Je fais « Bien sûr, ces Chanlieu sont des ruines gallo-romaines », je lui dis. Mon père, quand il n'est pas de service, il emmène ses 4 gosses pour gratter la terre. Lui, il a cru que je lui racontais une connerie monumentale, et là, il va m'en mettre une de tout, il y avait de ses mains comme ça, de toutes ces forces, j'ai cru qu'il m'avait décroché la mâchoire, le sang fout le camp, je tape la tête dans le mur, là je suis par terre, ils m'ont attrapé, ils m'ont allongé sur une table, attaché avec des liens aux mains, des liens aux pieds, ils étaient de chaque côté, des énormes matraques, ils vont taper là, dans le bas des reins jusqu'à la plante des pieds, je sais que je vais mourir. J'ai hurlé, j'aurais voulu qu'ils s'arrêtent, qu'ils viennent me demander, qu'ils me posent une question. Moi, j'aurais été capable de leur raconter n'importe quoi, peut-être même la vérité, j'ignore. Et là, quand ils ont fini, ils m'ont fait détacher, ils m'ont fait glisser par terre, ils m'ont obligé de me relever, ils m'ont assis sur une chaise. J'avais plus de godasses, les godasses, elles avaient volé. Ils sont venus avec un gros fer rouge pour me le foutre sur le pied gauche. J'ai hurlé, là, j'ai hurlé, je me rappelle. Comme j'ai pu hurler, là j'étais par terre, ils m'ont relevé, et là ils vont me prendre en punching-ball, ils vont me casser les côtes, on sent toujours, quand ça a été fini, ils m'ont attrapé chacun d'un côté de la chemise, je suppose que c'était comme ça, ils m'ont fait descendre à toute vitesse, en rigolant, en se marrant, et je suis arrivé dans une cave où j'avais déjà des camarades qui étaient là. Là, c'était un silence, il n'y avait pas de bruit. D'abord, on n'avait rien à se raconter, c'était tout foutu. Notre histoire était archi foutue.
On n'allait pas dire, oh ben si on avait su, on aurait fait comme ça, comme ça. Non, c'était pas la peine, on savait qu'ils allaient venir nous chercher pour nous fusiller. Non, ils ne nous ont pas fusillés. Ils nous ont ramenés difficilement le soir à la prison de Saint-Quentin, où je vais rester là jusqu'au mois d'octobre 1943, avant d'arriver au camp d'internement de Compiègne. Alors le départ de Compiègne, vous y restez quelque temps, puis un beau jour c'est le départ. Ouais. Là, arrive le 17 janvier 1944. Il neige sur la ville de Compiègne, un froid pas possible. On nous a prévenus, mais nous savons, parce que tout se sait en prison, tout se sait en camp d'internement, tout se sait même en camp de concentration, tous les bruits courent. Et là, on sait qu'il va y avoir un grand départ. On nous a rassemblés sur la place d'appel. On est environ 5000. Ils ont dit, ceux qui vont être appelés se mettent à gauche, ceux qui ne seront pas appelés restent sur place et réintégreront leur baraque après. Donc, quand ils ont atteint leur nombre qu'il leur fallait, c'est-à-dire 2000 personnes, là, ils ont renvoyé les autres. Nous sommes passés devant 5 sentinelles, en rang sur 5, pour nous déshabiller tout nus devant eux, devant les sentinelles, pour voir si nous ne l'avions pas caché autour de nos cuisses avec un bout de ficelle, une lame de scie à métaux, un tournevis, sans les manches ou des lames de couteau, etc. Eux, les Allemands, ils savaient quand il allait y avoir un départ, qu'il y en avait qui passaient tout ça. Donc, une fois, celui qui était pris avec ça, il dérouillait un bon coup. Nous, on n'avait rien parce que ça se négociait. Donc, là, on est prêt à partir, on est enfermé dans la baraque, ils viennent nous chercher, c'est peut-être 6 heures du matin, il neige, il fait froid et on part. La porte du camp s'est ouverte, 2000 personnes qui sortent, qui hurlent la Marseillaise, et puis l'international, le chant des Savoyards, qui gueulaient, oui, le chant des Allobroches, tout le monde gueulait, les Allemands hurlaient à Tuchenhaus, ils nous disaient qu'il fallait qu'on se taise, plus ils nous disaient de nous taire, plus on gueulait, plus on chantait. Bien sûr, il n'y avait personne dans les rues à cette heure-là, et nous sommes arrivés à la gare de Compiègne, où mon copain, j'étais en fin de convoi, mon copain François Camus, il me dit, regarde, il y a ton père et son papa, il était là, on s'est fait signe, on nous a embarqués. Faut que je vous dise, il y a les wagons de voyageurs pour les sentinelles et les chiens. Ensuite, il y a une grande plateforme avec une grosse mitrailleuse, des projecteurs. Ensuite, un wagon vide. Ensuite, un deuxième wagon qui était le nôtre. Nous sommes montés à 100 dans ce wagon. Il fait exactement environ 6,30 mètres de longueur sur environ 3 mètres de largeur, 100 personnes dedans. Je défie quiconque de pouvoir se mettre assis ou s'allonger. Parmi nous, il y a plein d'étrangers, il y a toutes les religions, il y a les handicapés de la guerre 14-18, des gars avec des jambes en moins, il y a des grands malades, il y a tout le monde est là, il y a des jeunes de 13 ans, 14 ans, et le train est parti. Bien entendu, tout de suite, on va entendre dans le train, dans le wagon, quelqu'un qui crie « on s'évade ». Il y a un silence, on entend un deuxième cri « on ne s'évade pas ». Et pourquoi? Parce que vous pensez que vous êtes des égoïstes, vous pensez qu'à vous, vous ne pensez pas à ceux qui ne pourront pas sauter, qui ont des jambes en moins, qui sont trop vieux, etc. Bon, ça va mal. Moi, je suis coincé avec les Espagnols au fond à gauche. Et les Espagnols, eux, ils disent tranquillement, nous, on va s'évader, on va faire un trou dans le plancher. Donc, aussitôt dit, ils commencent à faire. Et les Français ont attaqué la porte. Donc, là-dedans, il y a ceux qui sont contre, ceux qui sont pour. Et puis, va arriver qu'à un moment donné, vers les 4h30, 5h, il y a les Espagnols ont fait le trou, un plancher qui est épais comme ça, 2 lattes de bois, et on voit, moi je suis à côté, je vois la neige passer, les traverses là qui coulent, et il y a des Espagnols qui passent, il dit à ses copains, je vais voir comment il faut faire, et il passe, on ne sait pas où il passe, il arrive, il est sur les tampons, ça a duré un bon moment, et il va dire à ses copains, je ne reste pas, je saute. Et il a sauté, mais il faisait jour encore. Et eux, sur leur plateforme avec leur mitrailleuse, ils l'ont vu passer.
vide, qui était un wagon réservé pour récupérer tous les cadavres en cours de route, parce qu'il leur fallait leur compte. On était parti 2000, il fallait qu'on arrive 2000. Donc là, on va nous faire monter dans ce wagon, il n'y a rien, il y a du Brésil, il n'y a rien pour boire, il n'y a pas de tinette pour pisser, il n'y a rien. Nous voilà 99 personnes là-dedans. Ça va être un voyage dur, un voyage pas facile. On va avoir beaucoup de morts, on va se battre parce qu'on a soif. On est en pleine transpiration parce que malgré le froid, 99 personnes tout nues qui se servent, vous avez chaud, il faut se sortir de là, il faut faire, ou comme les Espagnols, ils pissent dans leurs mains et ils boivent leur urine, ou alors il faut arriver à la paroi du train pour pouvoir la lécher, prendre toute la transpiration qui est dessus, ce qu'on va arriver à faire, mon copain Camus et moi, on va arriver, on va se battre dans ce wagon. Quand on arrivera 2 jours et demi après dans un voyage comme ça, de fou, on va apprendre que dans notre wagon à nous, nous avons eu 12 morts. 12 morts, et ça c'est comme ça dans tous les wagons, c'est une élimination qui se fait déjà par nous-mêmes, les Allemands, ils le savent, et là on arrive, on saute dans la neige elle devient rouge de sang, parce que dans ce wagon tout le monde a vomi, a pissé, a fait ses gros besoins, on est plein de saloperies partout, du sang, on s'est foutu des coups, on est griffé, et on est là dans la neige elle devient rouge de sang, et là on va nous faire courir, on ne sait pas encore où on est. On va parler d'arrivée au camp. On va parler d'arrivée au camp. Je vais demander à monsieur Ganin Martel, puisque nous en sommes restés au moment où les Allemands vous arrêtent, quelle a été la suite? Nous avons entendu ce récit très émouvant. Alors, en ce qui vous concerne? La suite, je me suis retrouvé à côté des collègues qu'on allait rechercher, et les Allemands nous ont surpris là. On n'a pas pu le ramener, bien entendu. Et les Allemands l'ont tué, et puis nous, ils nous ont mis de côté, et au bout d'un moment, ils nous ont ramenés, ils ont ramené là où ils étaient cantonnés, un petit village qui était pas très loin. On nous a amenés jusque-là et on nous a mis devant le mur avec des soldats devant nous en disant vous allez être fusillés. On nous a dit vous êtes fusillés, on a attendu. On a attendu une bonne heure, peut-être même plus, 2 heures. Et il y a un officier qui est venu discuter avec le chef des soldats qui étaient là devant nous. On ne sait pas ce qu'ils ont dit, mais quand il est reparti, on nous a fait sortir du mur et puis on est rentré dans une maison voisine avec le chef des Allemands qui était là. Alors celui-ci a commencé, on était tous les 3 seulement, parce qu'il y a eu un civil, mais ils ont tué le civil. Alors tous les 3, il nous a pris l'un après l'autre. Il a pris un gros morceau de bois, comme ça, dans la cheminée, et puis il a tapé. Il a tapé pendant 1 demi-heure chacun. Moi, il m'a cassé les dents. Je n'ai pas pu bouger le bras pendant 1 semaine, pendant 3 semaines plutôt. Mais je n'ai pas été tué. Pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas. Et le lendemain, on a été emmené avec d'autres dans un château où il y avait déjà beaucoup de jeunes qui avaient été arrêtés. Et alors, là, après une nuit, on nous a triés, on nous a descendus dans la cour du château, il y avait des camions. Alors, certains, ils ont remis devant le mur, là. Les uns pas les autres. Ils ont commencé, moi j'étais dans les tout premiers. Alors, je dis à mon copain qui était à côté de moi, là, je lui dis cette fois on va être fusillé. Alors là j'ai eu peur. J'ai eu peur, alors que la première fois, absolument pas, je n'ai aucun mérite. Mais là j'ai eu peur. Je tremblais comme j'arrivais pas à tenir debout tellement j'avais peur. Parce que. Et puis finalement, on n'a pas été fusillés, on a été embarqués jusqu'à
à la ville voisine. Et là, on était dans une pièce, je ne me souviens plus exactement dans quelles conditions. J'ai réussi à écrire mon nom, mon adresse, le nom et l'adresse de ma famille que j'ai sur un papier roulé en boule que j'ai jeté par-dessus le mur. Et ma famille, effectivement, était avertie de mon passage à cet endroit-là, mais n'a rien pseudo après mon tour, depuis mon tour. Voilà, alors, de cet endroit, on nous a mené en camion jusqu'à Clermont-Ferrand, et Clermont-Ferrand, direction Dijon. Direction Dijon, où on a passé 2 ou 3 jours avant de partir en Allemagne. Mais à Dijon, on a essayé de s'évader parce que moi je connaissais quelqu'un là. On était dans la caserne, je ne sais pas, il y avait beaucoup de gens. Il y a un monsieur qui sortait de la caserne tous les jours avec des grands seaux pour aller chercher de la nourriture. J'ai réussi à me faire embaucher en lui disant que je voulais me sauver et que si je trouvais la personne, il ne m'enverrait pas en retour. Il m'a dit d'accord. Manque de chance que lorsqu'il m'a amené à l'adresse que je lui ai indiquée, eh bien, monsieur n'était pas là. Alors je suis revenu. Je n'ai pas pu me sauver. J'avais une occasion, je n'ai pas pu me sauver. Et quelques jours après, on est parti en Allemagne. Mon ami, là, je dis mon ami, il s'appelle Kiffer, il me dit fais-toi pas de soucis parce que moi quand j'arrive dans l'Est, je connais partout, je sais les endroits où le train ralentit, on pourra se sauver. Manque de chance, le train il a passé la frontière à Bâle, alors on n'a pas eu le temps d'aller dans l'Est. On est parti il était jusqu'à Cologne. À Cologne, mais on nous a fait travailler 2 jours vers la frontière, retour, et direction Buchenwald. Voilà, on va parler de Buchenwald dans quelques instants. Alors Henri Maître, vous, c'est une dénonciation, je crois, qui est à l'origine de votre arrestation. Je ne tiens pas là. Oui, c'est une dénonciation. Comment tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais ces hommes sur le plateau Lac-Potam, qui avait un entraînement allemand très fort, et qui est d'ailleurs un petit détail très important. À Nantua, il y a un musée de la Résistance. À l'entrée, vous verrez déjà au sol, au niveau du sol, des photos, plein de photos contre les murs, et vous verrez une automitrailleuse. Une automitrailleuse, croix allemande, croix réarmée, et qui a reçu un bon coup là où il fallait, entre la masse du véhicule et la tourelle. Et alors je visitais ce musée avec Pichko et Cyril, 2 de mes hommes que j'avais et qui étaient venus passer quelques jours chez moi, qui avaient déserté donc. Et je dis à Cyril, mais pourquoi Pichko rit? Il me dit c'est très simple, parce que Pichko, c'est lui qui avait le bazooka et l'a visé, l'a laissé venir. Pichko me dit, Émile, oui, l'Allemand approche, Gema, et à pas loin de 20 mètres, et en plein dans le mille, il dit c'est moi. Alors je vois Cyril qui riait, j'ai dit ben tu ris. Alors Pichko me dit oui, Cyril il rit parce que lui avait une mitraillette et tout ce qui sortait de l'automitrailleuse allemand, et ce jour il est resté 19 Allemands sur le terrain. Alors qui vous a dénoncé? Alors la dénonciation, il était monté dans mon camp 2 hommes, dont Jean Vêpre, qui était de la Résistance, qui est dans la liste, qui était bien connu sur Chambéry, un charmant garçon, et puis un autre, Jackie. Et ils étaient montés là-haut pour voir si, en cas d'exécution, on pouvait faire des trous. Et mes hommes ont dit, on veut bien faire la guerre, mais pas de cimetière ici, si on ne sait pas la raison. Et en effet, on doit faire la guerre contre ceux qui massacrent, tuent, assassinent, mais on doit toujours finir la guerre honorablement, les mains propres, et la conscience tranquille et pas du sang inutile sur les mains. Alors ils m'ont dit, alors j'ai dit non, pas de cimetière ici, vous le ferez ailleurs, mes hommes n'en veulent pas. Mais ce Jackie était dans Chambéry, il fréquentait un café où il faisait la cour à la patronne, il oubliait que la patronne était également courtisée par Ayson. Or il y avait 2 hommes pour la même femme. Bien entendu, le Jackie,
qui avait une tête de guape, de maquereau, pas grand-chose, n'a pas fait lourd et c'est Ayson qui a primé. Il s'est donc fait, et à force de vouloir dire oui, mais moi je vais vous montrer les maquis, tout ça, il les a montés là-haut sur le plateau. Comme il n'y avait personne, ils sont descendus. Mais au village, quand mes hommes étaient partis quelques jours avant pour ne pas se faire prendre, nous avions été avertis qu'il y avait un danger, je suis resté dans le village en attendant de nouveaux ordres, et c'est dans le village où j'ai été pris, où j'ai vu que les Allemands étaient nombreux et bien armés. Mais il y avait Jackie. Et Jackie les Notomain, à un moment donné, Ayson vient vers moi, il me dit « C'est vous, Émile ?» Mais sur un ton péremptoire. Et alors, comme j'avais vu que c'était un capitaine de l'armée allemande, je ne réponds pas. Et il me dit « Vous ne répondez pas ?» J'ai dit non. Pour quelle raison? J'ai dit, je ne savais pas qu'un officier de l'armée allemande faisait confiance à une guape. Regardez la tête de celui qui vous a parlé. Si certainement il est descendu de la montagne, cette traite, c'est une guape, c'est pas grand-chose. Je ne comprends pas. Alors il me regarde, il va vers lui, il lui a un petit une grande gifle, et il revient vers moi, tout doucement, et il me dit, c'est très bien, quant à vous, inutile de prendre des chemises, des vêtements et tout. C'est une simple formalité. Vous venez avec nous à Chambéry, on a quelques questions sommaires à vous poser, et puis ensuite vous pourrez rentrer. Et c'est comme là que j'ai été arrêté, comme ça que j'ai été arrêté, qui m'a fait arrêter, et j'ai fini à la ville, à Curia, pas à Curia, à la ville aménagée. Alors, la ville aménagée. Alors, à la ville aménagée, Ayson était secondé parce qu'on appelait les douaniers pour la torture et les coups. Et là, j'ai vu que ce n'était pas du tout le paradis. J'ai été interrogé plusieurs fois, et très douloureusement plusieurs fois, le nerf à bœuf, le tourniquet berlinois. En 2 fois le tourniquet berlinois, vous prend par les pieds, tout nu, la tête en bas, et puis vous avez 2 sbires à droite, à gauche, qui vous donnent des cours, et alors il y a une méthode, je l'ai apprise après, en grande concentration, pour éviter les coups, vous criez le plus fort là où ça vous fait le moins mal. Et comme c'est le sadisme qui agit sur l'homme, il vous tape là où ça vous fait le moins mal. Par exemple, pour les fous de Swansea, les déportés qui sont là savent ce que ça veut dire. Les fous de Swansea, c'était 25 coups de cravache. Donc je m'en suis sorti plusieurs fois. Hélas, le bonhomme s'est évanoui. Je me suis évanoui. J'ai donc aucun mérite, je n'ai pas pu résister à la torture et je me suis évanoui en plusieurs fois. Et je défie et je demande à qui que ce soit de ne jamais condamner quelqu'un qui a parlé sur la torture, car il ne sait pas lui-même comment il se comporterait. Ça, c'est un premier cas humain que j'ai vécu très important. Donc, ils m'ont laissé, car certainement, ils avaient un meilleur gibier plus gros que moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Compiègne. À Compiègne, j'ai revu pas mal de Savoyards, M. Mercier, qui était le fondateur du réseau, qui était en cellule avec moi. Et je peux raconter un petit détail qui sort de l'ordinaire quand même. Un jour, et c'est pour ça que c'est en l'honneur de ma femme, dont nous sommes mariés depuis 67 ans, et dont je peux dire que les femmes sont courageuses, très courageuses, et souvent plus que les hommes. On oublie que dans la résistance, il y a eu des héroïnes extraordinaires, d'une humilité très grande, et d'un exemple pour l'humanité formidable, ne serait-ce que Geneviève de Gaulle et d'autres. Mais, au provenant mon épouse, ce jour-là, elle sait que je suis arrêté. Elle habitait chez le procureur général, M. Grimal, et elle vient m'apporter un pot de confiture et un morceau de reblochon. Elle est présente, hein, elle est présente. Elle est là, ben je t'en prie, je dis la vérité, on ne se cache pas quand on dit la vérité. Et alors là-dessus, Ayson voit mon épouse et se dit, là, j'étais quelque chose, c'était un rusé, parce que je vous donnerai un détail tout à l'heure pour montrer l'homme que c'était. Et il demande à mon épouse, à Denise, vous voulez voir un jeune homme? Bien, mais qui voulez-vous voir?
Nous en avons deux. Nous avons Gazoviel, qui est un instituteur de Bordeaux qui a été déporté, qui est parvenu des camps. Et nous avons Henri Maître. Imaginez une seconde que Denise dise « J'aimerais voir Émile » car elle connaissait mon prénom de guerre, mon pseudonyme, car 2 ou 3 fois j'avais été voir son père qui a été un héros également pendant la guerre pour chercher des balles parce que pendant très longtemps on a manqué d'armes, on a manqué de munitions et les parachutages sont arrivés assez tard et c'est dommage. Et Denise me voit, on vient me chercher en cellule, crac, crac, tous ces verrous, elle avait aménagé, avec les mitraillettes comme si on était des Superman, et on me fait sortir de la cellule. Oh, je m'excuse, merci. Henri Maître, chaud, et on me fait monter, me voilà dans le hall d'entrée, avec une veste qui, les manches me venaient jusqu'ici, en pantalon. J'étais habillé, on aurait dit un épouvantail qu'on met dans les vides, vous savez, pour faire peur aux oiseaux. Et ma femme me regarde, et elle dit, oui, c'est. Et ma femme m'a dit ensuite que j'avais drôle de tête, enfin bref. J'étais surpris, j'avais peur pour elle. D'autant plus qu'elle avait son sac, et elle avait dans son sac ses papiers, et ces papiers avaient le nom de Pouchois, et M. Pouchois était recherché par la Gestapo. Alors, vous voyez à peu près. Non. Ayson est tombé en disant « Je tiens la jeune fille, j'aurai l'homme ». Bien. Je vous laisse quelques secondes, qu'il dit à ma femme, pour vous faire un petit baiser. Et en effet, je vous avoue quelque chose. Me permets-tu, ma chérie, que je le dise? Que ce que tu as mis sur le livre. Quand j'allais chercher des balles chez son papa, elle faisait ses devoirs, elle était à Saint-Ambroise. Et j'avais mis un jour sur son paillet de devoirs, Mademoiselle, vous êtes belle, j'aimerais vous donner un baiser. À l'époque, on ne donnait pas des baisers comme ça aux jeunes filles. On les respectait, on les admirait surtout beaucoup. Et alors là-dessus, elle n'a pas voulu. Bon, ben elle n'a pas voulu. C'est sacré. Alors un baiser, et c'est là où j'ai eu le premier baiser de ma vie, où on aurait pu passer un papier de cigarette jaune entre les lèvres, tellement c'était un baiser de moineau. Autant la vérité, elle est là, je n'oublierai pas jusqu'à ma mort. Et là-dessus, Ayson, ayant vu que le temps passait, bien, et je suis retourné dans ma cellule, je ne sais pas comment, en gardant mon pot de confiture et mon Beaufort, et dans ma cellule pendant plus de 20 minutes, oh oui. J'étais ailleurs, j'étais dans les nuages. Savez-vous ce que mes collègues de cellule ont fait pendant que j'étais dans les nuages? Quand je me suis réveillé, j'ai dit, et ma confiture et le fromage? Il n'y en avait plus. Et le pot de confiture était nettoyé comme dans une machine à laver. Alors, et après j'ai ri moi-même, j'ai dit, bon. Mais là où c'est très grave, ça aurait pu être grave pour ma femme, maintenant, c'est que quand je n'ai pas vu ça, c'est ma femme qui me l'a dit, mais elle ne m'a jamais menti. Au moment où on me descendait, ils ont ramené un jeune homme, et ce jeune homme avait la tête baissée, ils venaient de l'arrêter, et ils ont dit à ma femme, à Denise, qui était jeune, elle dit, halt, attendez. Alors elle dit, pourvu qu'il ne regarde pas dans mon sac. Elle y a pensé trop tard, car la visite pour venir me voir était une visite pure, mais avec le grand drapeau croix gammée devant l'immeuble, était un niveau d'inconscience. J'aurais fait la même chose. Seulement, là où le naturel du courage est ressenti, c'est que ma femme a été impassible tout le temps, et en effet, ils ont demandé d'attendre pour emmener le jeune homme ailleurs, etc. Quand tout cela a été fait, ils ont dit à mon épouse, vous pouvez maintenant vous êtes libre. Ils l'ont laissé descendre, elle est partie. Mais Ayson m'a emmené sur sa grande fenêtre baie, et de la fenêtre, je la voyais partir, et la rue était barrée par des frises, de barbelés. Et j'attendais qu'on ne la voie plus. Car Ayson, j'avais deviné son jeu. Il jouait là-dessus. Quand elle n'était plus là, on est rentré, il a fini la fenêtre, il dit, bon, maintenant, je vois que vous ne m'avez pas dit la vérité. Ne
Ne croyez pas que je suis dupe. Le peu que vous savez, mais je sais que vous savez des choses, je le sens. Puis moi je sentais qu'ils étaient rusés terribles. Je le sens, dites-le moi, et la jeune fille, vous avez ma parole d'officier, comme vous avez dit tout à l'heure. Vous la rejoignez de suite. J'attends quelques secondes. Réfléchissez, réfléchissez. Puis au moment, alors je dis là, elle a dû partir, et ben là, on ne la voit plus, les lois pour la reprendre. Il ne savait pas son adresse, rien, il n'avait pas. Ça, c'est une erreur de sa part. Et alors, je lui ai craché sur ses bottes. Et c'est là où j'ai descendu des marches d'escalier, comme aux Jeux Olympiques, ils ne le feront jamais. Mais malgré cela, je rêvais toujours dans ma cellule. Ils ont eu le temps de manger la confiture et le fromage. Et voilà comment ça s'est terminé. Ils n'ont jamais rien su parce que quelques temps après, je me suis retrouvé à Compiègne. À Compiègne, j'ai retrouvé celui qui nous avait vendu, Jackie. Et tous les camarades lui tenaient le dos, bien entendu. Surtout qu'il n'avait pas été torturé. Il aurait été torturé, je lui parlais. Parce qu'un homme qui a été torturé sur la torture, certains hommes, comme certaines femmes, ne peuvent pas tenir, et je le comprends. La preuve, je m'évanouissais. Et là-dessus, à Compiègne, le traître vient vers moi et me dit « Oh, tu vas bien me dire quelque chose ?» Il me tourne tous le dos, il me disent rien. J'ai dit « Écoute, je vais te dire la vérité. Tu as parlé sans être torturé. 11 personnes, par ta faute, ont été arrêtées. 11 personnes. Je ne crois pas, comme je vois partir les choses, qu'on reviendra tous vivants. Donc, tu as du crime, du sang sur les mains. Alors, si je reviens vivant, si Dieu veut que je revienne vivant, je te donne ma parole que tu passeras devant un tribunal militaire. Non, je ne te toucherai pas, moi. Je dirai ce que tu as fait et tu seras jugé comme traître. Tu sais ce que ça veut dire. Et là-dessus, je sais comment il est mort. Alors nous parlons de l'arrivée au camp tout à l'heure. Je voudrais rapidement, car malheureusement le temps passe, demander à André Charon le voyage et l'arrivée au camp. Vous avez entendu à peu près ce qui se passait pour tout le monde. Les wagons, l'horreur du transport en Allemagne. À Compiègne, bon, je suis resté un bon mois. J'ai eu la gale, soi-disant, puis c'était pas la gale, c'était des poux. Alors, on m'a soigné, et puis après j'ai été pris, quand on est partis tous ensemble avec un pain sous le bras et un saucisson bien salé. Que mon crevait de faim, puis que j'étais jeune, on a mangé d'un coup, heureusement, parce que Thomas serait resté dans le wagon. Je suis arrivé au camp, au moment où ils ont ouvert les portes, j'ai dû tomber dans les pommes. Et je me suis réveillé dans les bras d'un soldat en noir qui m'a mis dans un camion. Pourquoi, j'en sais rien. Je me suis retrouvé à la désinfection. On n'était pas nombreux. Et après, on nous a emmenés sous des tentes en attendant, couchés sur des fagots. Le lendemain, je me suis réveillé. Et puis, on a subi tout ce qui s'est passé. Alors le camp, deux mots. Le nom, rappelez le nom du camp. Hohenwald. Hohenwald. Oui. On a fait ce que tout le monde a fait, aller chercher des pierres à la carrière. On a le temps de, je crois, une quinzaine de jours. Et après, j'ai mis dans des commandos. Après, j'ai fini à Dora. De Dora, je suis reparti dans un autre camp, dans Blankenburg. Puis après, j'ai été libéré, et après avoir marché je sais combien de kilomètres à travers l'Allemagne, par la Croix-Rouge suédoise, qui nous a emmenés en Suède et qui nous a mis sur pied. Je suis revenu comme ça. Vous êtes très sobre, Monsieur Moreau. Vous êtes très sobre, car vous avez, je le sais, vécu des moments terribles. Notamment à Dora, nous allons en reparler dans quelques instants, puisque votre voisin, M. Dessau, également vient de Dora. À Dora, je me suis trouvé moins de 18 ans, j'avais un brassard jeune, où je travaillais la guerre commando à balayer le camp. Jusqu'au jour où j'ai eu 18 ans, un jour après, on m'a changé. Et après, c'est là que je suis parti à Blankenburg, creuser une usine souterraine, pareil, pousser des wagonnets, faire du terrassement. Là, Je comprends. Monsieur Dessau,
nous en sommes restés à l'arrivée de ce train de la mort. Vous nous avez décrit cette arrivée terrible. Alors les premières heures dans le camp. Alors le camp, rappelez d'abord le nom du camp aussi. J'arrive à Buchenwald, donc en plein hiver, plein de neige, tout nu. Après un voyage, on ne peut pas expliquer ce voyage. Et nous sommes après plein de choses, sauter dans des bassins d'eau froide glacée avec du grésil dedans, ensuite après la douche, ensuite raser, ensuite une chemise, un pantalon, des claquettes, un numéro matricule, le mien c'était 146 41 096 qu'il ne faudra jamais oublier, et là on va à Buchenwald nous transférer dans le petit camp. Buchenwald a été un camp créé pour les communistes allemands en 1936-37. Les deux premiers camps construits en Allemagne en 1933, c'est Oranienburg et Dachau, pour les communistes allemands, pour les juifs allemands, enfin pour tout ce qui était contraire à Hitler. Et là, Buchenwald, c'est un camp qui va être difficile parce qu'il y a les politiques allemands et il y a les droits communs allemands qui vont se bagarrer et ils vont en même temps nous tuer. Mais moi, je ne reste pas à Buchenwald, c'est un camp de transit et je vais rester juste environ 3 semaines. Mais je voudrais simplement expliquer une histoire à Buchenwald, c'est la carrière. La carrière, on nous prévient dans le petit camp que nous allons avoir affaire à la carrière. Alors on nous explique qu'il faudra prendre une pierre grosse comme ça, mais surtout pas une pierre comme ça. Par groupe de 100, on va partir dans la neige, on a nos claquettes, pas de chaussettes, ça n'existe pas, on n'a pas de manteau, pas de béret, rien du tout, juste une chemise et un pantalon. Et nous voilà par groupe de 100 pour aller à la carrière de Buchenwald. Quand je suis arrivé à la carrière avec mes copains, on a pris chacun une pierre, on s'est foutu sur l'épaule et on est parti en courant. Tout ça, ça se passe en courant, en hurlant, ça gueule, ça crie, et on fait environ 100 mètres, 200 mètres, et là, on jette notre pierre. Mais c'est un jeu. Quand on est arrivé là pour prendre notre pierre, il y a les 5 sentinelles allemandes qui sont là. Ce ne sont pas des Allemands, ce sont des Ukrainiens, parce que Buchenwald est gardé par les sentinelles ukrainiennes qui sont avec les troupes allemandes. Là, il y a les responsables du camp, enfin, ils sont une vingtaine de personnes qui sont là, ça gueule, ça crie, les chiens aboient, et on prend sa pierre. Et le jeu, c'est qu'il va y avoir un dernier. Que vous vous tourniez comme vous voulez, il y aura un dernier dans ce jeu. Et bien entendu, le dernier arrive, il prend sa pierre et il se la fout sur l'épaule. Mais il n'a pas pris la bonne pierre. Parce qu'il fallait que justement, il prenne une bonne pierre. Peut-être moi aussi, je n'ai pas pris la bonne pierre. Donc, on lui fait enlever sa pierre, on lui fait tomber, et ils sont 4 ou 5 à lever une énorme pierre. Moi, je la connaissais bien. Je l'ai touchée et elle est énorme, on ne peut pas la lever à 1, 2 et on vous la pose sur les épaules. Et bien entendu, il tombe avec sa pierre et c'était le jeu. Il est là, par terre, les sentinelles prennent leur fusil et ils vont lui foutre une balle dans la tête et il meurt à cause d'une pierre parce qu'il n'a pas eu la chance d'avoir la bonne pierre. Mourir pour une pierre, vous savez, moi je peux vous dire c'est dur. Quand je vais à Buchenwald avec les collèges, les lycées, et que je me retrouve à Buchenwald, je ne peux pas aller à cette carrière parce que je pleure de me rappeler cette histoire de pierre. Je ne reste pas à Buchenwald. Mon copain François, il m'a dit, Christian, on va se dire une spécialité. On a 17 ans, nous sommes rien du tout. Ah, il y a les anciens députés, il y a de tous les pays qui sont là. Bon, on les aide, on les protège, mais Christian Dessau, 17 ans, François Camus, 17 ans, tout ça, on s'en fout. Donc, il me dit, il faut qu'on se trouve une spécialité. Et il me dit, tu te rappelles, au collège, on faisait du dessin industriel, on allait visiter les ateliers. Donc, il va me dire, tu te dis tourneur?
et lui, dessinateur industriel. Et nous allons partir de Buchenwald. Mais malheureusement, on ne va pas avoir la chance avec nous, parce qu'on n'a pas pu choisir, mais on voulait foutre le camp de Buchenwald, et on va arriver dans le camp le plus pourri qui pouvait exister à cette époque-là, qui démarre. C'est un tunnel, on en parle à Buchenwald parce que c'est un commando de Buchenwald, il s'appelle Dora. Il ne faut surtout pas aller à Dora, il faut aller partout, mais pas à Dora. Et nous sommes partis 600 en camion, sous la neige, et on va arriver dans un endroit où on saute dans la neige, et là, mon camarade François, il me dit, t'as vu où on est? Je fais non. Il me dit, tu vois pas la montagne qui est là devant? Je fais si. Tu vois pas la petite lumière? Ben, je fais si. Et tu devines pas? Je fais, pourquoi tu veux que je devine? Eh bien, il me dit, c'est Dora. Nous allons en rang sur scène approcher de cette petite lumière. J'ouvre simplement une petite parenthèse. Tous les camps de concentration ont été des enfers. Ça a été dur partout, particulièrement à Dora. Ce jour-là, le 8 février 1944, j'ai 17 ans, j'entre dans ce tunnel, je vais en sortir en 1945, en avril, parce que j'ai eu la chance. Il y aura 28 000 morts en 14 mois. Nous entrons, nous marchons sur les cadavres. Ça gueule, ça crie, ça hurle, les explosifs. Tout de suite, on m'a donné un marteau-piqueur et je fais des trous dans la paroi, des trous. Ça gueule, ça crie. 12 heures, 14 heures, pas le droit de s'arrêter de travailler, pas le droit de pisser, pas le droit de faire ses besoins. On fait dans son pantalon, on n'a pas le droit de se déshabiller. On va rester pendant 3 mois, 4 mois, sans jamais se laver, sans jamais se déshabiller. D'abord à dormir sur les pierres. Ah, après on a des chalets, on est plein de poux, les poux, mais c'est le typhus. On va tous avoir le typhus si on n'a pas d'eau à boire. On boit une petite valeur d'eau pour 12 heures parce que l'eau est dangereuse, parce que vous allez avoir la dysenterie. C'est vrai, on a tous la dysenterie. Nos pantalons, ils sont rouges de sang. Et puis il fait froid. Il fait froid. Il fait 12 degrés dans le tunnel. Bronchite, bronchopneumonie. On va tous mourir. On va mourir. Il va y avoir que des morts. J'ai la chance. Un jour, le commando, il s'arrête et on dit les matricules qui vont être appelés, il faut qu'ils sortent des rangs. On m'a appelé mon matricule, on va me faire entrer dans le tunnel, que je ne connais pas moi le tunnel. Je suis là au percement, il y a une cloison, il fait 48 km de circuit sous terre ce tunnel. C'est la plus grande usine du monde. On passe de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Des fusées, mais des fusées énormes, V2, 11 mètres de long, 2 mètres 80 de large, des tuyaux derrière, on se dit, mais on va mourir avec ces fusées. Et je deviens spécialiste. Quel chance j'ai eu. Tous mes camarades qui sont restés au percement, ils sont tous morts. Mon copain François Cabu, tout le monde, ils sont tous morts. Et moi, là, je deviens spécialiste. On va me foutre sur un tour. J'ai la chance, parce qu'au collège, on apprenait, je savais que les tours avaient un bouton rouge, un bouton noir. Dans ma petite tête de 17 ans, je me suis dit, Christian, tu appuies sur le noir, j'ai appuyé sur le noir, la machine s'est mise en route, ils sont gueulés, goutte, et ils sont partis, ils sont revenus un quart d'heure après, ils sont venus me chercher, et ils m'emmènent au fond de la galerie qui fait 110 mètres de long, 30 mètres de large, 7 mètres de haut, pleine de machines, et on me dit, tu vois, cette machine-là, elle est automatique, alors tu te mets dessus, elle marche toute seule, tu n'auras rien à faire que de temps en temps prendre le pied à coulisses et regarder. Cet Allemand, il m'a sauvé la vie. C'est un Allemand qui m'a sauvé la vie. Je vais rester comme spécialiste. J'aurai cette chance
de devenir spécialiste au tunnel d'Odora. Je fais partie des rares qui ont survécu 14 mois au tunnel d'Odora. Et je remercie cet Allemand parce qu'on ne se connaissait pas de nom sur tous les noms. Lui, il me craignait, je le craignais, on a tous peur, on se connaît tous sur nos prénoms. Et je vais après participer à l'évacuation de Dora. Mais Dora, il va y avoir les pendaisons dans le tunnel. Ce sont des strangulations, ce n'est pas des pendaisons. On nous amène devant une potence qui lève la fusée. C'est une grande poutre, il y a 15 cordes, 20 cordes. On amène les garçons devant nous, on est là, prêts à les toucher. On leur passe la corde autour du cou. Et là, ils appuient sur le bouton et ça monte. Vous savez, c'est dur de voir quelqu'un qui lève les pieds parce qu'il croit qu'il va survivre en levant ses pieds. Puis vous voyez gigoter, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Il redescend, il n'est pas mort. Ils ont les tabourets, il leur éclate le crâne. Et comme c'est une pendaison militaire, puisque les SS sont là, ils viennent, ils ont bu la bière, ils ont encore une bouteille de bière à la main, et là ils mettent une balle dans la tête à chaque garçon. C'est Dora. Dora est un enfer. Tous les camps ont été durs, particulièrement Dora est l'enfer des Français. Il y a eu énormément de Français qui sont morts à Dora. J'ai la chance, quand je vais rentrer, j'ai 19 ans, j'ai le typhus, j'ai une plaie au poumon et je fais 42 kilos. Merci pour ce témoignage émouvant. Merci beaucoup. Monsieur Galin, Martin, quel était le camp, vous, qui vous attendait? Pukenwal, oui. On est arrivé en wagon, pareil, comme il a pu l'expliquer des autres. L'arrivée est lugubre, parce qu'on est arrivé le soir, on a été accueillis par les SS, les chiens, les coups de feu. Alors il fallait descendre des wagons, sauter des wagons, et puis aller très vite. Et on a souffert, bien entendu, sur le long du voyage, parce qu'on n'avait rien à boire, rien à manger. Les premières entrées à Buchenwald, j'ai été embauché pour charrier les pierres à la carrière. Ça n'a pas duré très longtemps. Après, on m'a envoyé au voie de chemin de fer. Il y avait la voie de chemin de fer Buchenwald-Weimar. Et il était en train de la refaire. Alors, il y avait des traverses, de chaque côté des rails, il fallait, avec une pioche, il fallait faire rentrer les cailloux sous les traverses. On était par équipe de 2, on avait 2 ou 3 à faire, et toute l'équipe était là, il y avait un SS qui surveillait, bien entendu, ceux qui étaient en retard, mais il a envoyé des chiens pour les faire prêter un petit peu. Je suis tombé malade, là. Je suis allé à l'infirmerie un jour, et j'ai eu la chance, je ne sais pas pourquoi on m'a donné un cachet d'aspirine. Et puis après, je suis retourné travailler parce que c'était ça, ou alors le départ en commando, ou directement. Et je suis retourné, on m'a fait affecter à la forge, à l'usine à Gustave qui jouait le camp. Là, j'ai travaillé à la forge, et c'était dur aussi, mais on avait une pause entre 11h30 et minuit. Alors on a profité pour faire chauffer de l'eau. Moi, je pouvais aller me laver avec un peu de sable. Pas de savon, on n'avait pas ça. Parce que dans les baraques à 800, il y avait juste quelques sorties d'eau. On ne pouvait absolument pas se laver. Alors on était rempli de poux, bien entendu, poux de punaise, ainsi de suite. Voilà. J'ai travaillé à cette forge jusqu'à un jour où il y a un SS qui m'a surpris. J'étais en train de fabriquer un couteau. Il est arrivé derrière moi, il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit un couteau, alors. J'en avais une partie à l'étau. J'ai défait l'étau, je lui ai donné ce que j'avais. Et puis j'ai mis le reste dans ma poche. Il a enlevé mon numéro. Et là, je savais ce qui m'attendait parce que tous les soirs,
il y avait un appel par le haut-parleur. Ils appelaient les numéros des détenus comme moi qui avaient été fait quelque chose. La déshumanisation est complète. Vous n'avez plus de nom, vous n'avez qu'un numéro. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais un camarade qui était tout près de moi, qui parlait tout à fait bien l'allemand. Il était de Lorraine. Chaque fois qu'un SS disait quelque chose, il me disait ce que c'était, il me faisait répéter. Alors, quand j'avais pas dit comme il fallait, il me faisait encore répéter. Si bien que j'étais apte à saisir une conversation, et quand un SS parlait, je pouvais répondre, je savais quoi répondre. Alors ça a duré jusqu'au mois d'avril, au début avril. Et un jour, on nous a réunis à la place d'appel. 3 convois de 5000 sont partis, moi j'étais dans le deuxième. On est parti à pied pour la gare de Weimar. Et puis après, on a été en train pendant 2 jours ou 3 jours, direction la Tchécoslovaquie. On s'est arrêté et puis on est reparti à pied. On est reparti à pied, on était en wagon découvert, on était aux intempéries complètement. Les SS ont dit ceux qui ne veulent pas marcher peuvent rester là. Alors le reste on part à pied. On est parti à pied et puis ils ont tué tous ceux qui étaient restés là. Il y en a celles qui rappellent leurs souvenirs. Et ce qu'on appelle les marches de la mort. Alors là, oui, là c'était les marches de la mort. On est parti à 2500, 5000 je veux dire, 2500 morts quand même en quelques jours. Sur la route, ceux qui traînaient un peu, un coup de fusil, ceux qui avaient mal au ventre, qui sont par la route, un coup de fusil. Ceux qui avaient faim, moi un jour, je me suis écarté des rangs pour aller prendre un pissenlit. Heureusement, mon ami qui était à côté de moi, il m'a tiré en arrière brutalement. Le SS était en train de me mettre en joue. Si bien qu'on a fait 60-80 km comme ça, c'est affreux. On a traîné un collègue nous, qui était beaucoup plus âgé que nous. Et on était chacun d'un côté à le tenir sur les bras et il marchait un petit peu. Il ne voulait pas marcher depuis un moment. Finalement, et puis surtout que le SS d'à côté disait pourquoi vous le traînez, je vais le descendre des kilomètres plus loin. Ça vous casse le moral, ça. Et à un moment donné, je l'ai laissé glisser et il est tombé. Et le SS a tiré tout de suite. Alors moi j'ai filé un petit peu en avant pour m'éloigner du fusil et j'ai lâché quelques larmes. Parce que il y a des moments comme ça où c'est très difficile de faire face. Et puis, ça se passait pas peut-être une demi-heure avant avant que les Alliés nous rattrapent sur la route. Les SS sont partis d'un côté et nous de l'autre. Moi, je suis revenu en arrière et on s'était mis d'accord entre Français. On va dans une maison du village et puis on amène tout ce qu'il faut pour manger. Et puis on mangera là-bas. Moi j'ai fait comme les autres, quoi. Il y avait un camion de ravitaillement allemand. Et je suis passé à côté, il y avait un gars qui avait la tête sous le camion. Il avait déjà 3 boîtes de cornets de bif. Alors quand il m'a entendu arriver, il a sorti, puis il a respecté, c'est un russe. Je lui ai dit, c'est pas ça que je cherche pas. Je me rappelle plus ce que je lui ai dit. Il a remis la tête dessous, moi j'ai piqué les boîtes et je suis parti. Merci pour ce témoignage. Alors, on va terminer par vous, Henri Maître. Vous, c'est Mauthausen. C'est Mauthausen et c'est également une carrière. Alors, 2 mots sur la carrière de Mauthausen. Je parle de la carrière, mais je ne parle pas de l'arrivée à Mauthausen. Bon, alors, la carrière de Mauthausen avait 186 marches. On disait les escaliers de la mort. Pourquoi? Parce qu'à carrière, la carrière de Mauthausen était faite d'un granit de haute qualité et Hitler, avec son architecte, qu'il avait toujours avec lui, prévoyait, après la victoire, car cette race pure qui a duré que 12 ans au lieu de 1000 ans, devait faire des monuments pharaoniques avec ce granit qui, en effet, est de très haute qualité. Alors la carrière de 186 marches
c'était l'enfer. On avait en quarantaine au camp, lorsqu'on est arrivé dans le camp Matozet, il y a eu la quarantaine pour nous apprendre la discipline, pour nous apprendre nos numéros. Nous devions apprendre les numéros par cœur, car au bout de 2 jours, si on ne savait pas notre numéro par cœur, c'était une balle de 9 mm de Luger dans la nuque, c'est-à-dire à côté de la strasse, parce que tous les cheveux étaient rasés en cas de fuite, mais au milieu, c'était vraiment rasé sans cheveux, c'était rasé au rasoir, c'était lisse. Et c'est là où ils mettaient le canon de 9 mm et qu'on appelait la strasse. Or, discipline absolue, autrement mort immédiate. Et la carrière, il fallait emmener des pierres, bien entendu, et nous avions déjà l'habitude, en quarantaine, dans la cour où les roches étaient mises, pointues de n'importe quelle façon, on ne pouvait donc pas s'allonger, on ne pouvait pas s'asseoir, bref, c'était fait pour nous rendre la vie très très difficile. Et dormir dans des cabanes où on dormait comment on met les sardines sur le côté. Voilà. Et là où vous mettez 100 personnes, eux mettaient 300 personnes et vous marchez dessus la nuit avec la cravache pour vous faire taire car il ne fallait pas ronfler. Alors la carrière, prendre une pierre, c'était tout un art. Parce qu'à la carrière, il y avait des capots sadiques qui d'ailleurs avaient nous avions un SS, on l'appelait la Grande Blonde, qui avait des mœurs un peu particulières. Ils étaient tous d'un régime sans sel, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, lorsqu'ils buvaient du schnapps et qu'ils sortaient de sa baraque, après leur petite... C'était infernal, c'était une tuerie. Et pour choisir la pierre, c'est un Polonais qui m'avait appris, tu la prends grande, grosse, assez, mais pas trop épaisse, mais qu'elle fasse l'effet quand tu la portes, et alors, sauf quand tu montes. Parce que le long des escaliers, des 186 escaliers, il y avait la SS, et tous les 10 mètres, il y avait un SS avec un chien, et les autres avec la mitraillette ou le banc, etc. Et alors, ils attendaient à la fin de la journée, non seulement il y avait ceux qui portaient les morts, car c'est en fin de journée qu'on portait les morts qui avaient été assassinés dans la carrière, soit à coups de pioche, soit à coups de cailloux, etc. C'était pas beau du tout. Et lorsqu'on montait avec notre caillou, il y avait les SS qui mettaient le pied à une certaine distance, exprès pour avoir le plaisir de tous nous voir tomber. Et ensuite, il fallait se remettre debout, reprendre la pierre, et ça, un coup de schlag, et les journées de travail de 12 à 14 heures, en mangeant rien du tout, puisque le régime nazi avait prévu 440 calories dans une vie infernale. C'était donc du travail, mais avec la mort préméditée à un temps donné. Ils étaient très organisés pour tuer. Et lorsque l'on montait, donc on montait, et on est monté, on faisait 1 ou 2 fois le voyage. Je peux vous dire que les 186 marches, jusqu'à ma mort, je m'en souviendrai. Maintenant, elles ont été réparées. Elles sont d'une hauteur régulière et moins haute. Mais autrement, au début, elles se faisaient du 35, 15, 40. Vous voyez ce que ça veut dire lorsque l'on porte un poids et qu'on entend tout le long des 186 marches, los, schweinerei, et les chiens qui aboient et ceux qui rient de votre difficulté, de votre souffrance. Voilà la carrière et... Alors ça se termine quand? Faut conclure malheureusement. La libération. Alors, je vais terminer en 2 minutes. La libération est très vite faite parce que j'ai attrapé le typhus. Comme j'ai entendu parler, vous avez entendu parler tout à l'heure, j'avais attrapé le typhus. Mon poids était à l'époque de 34 kilos, car j'étais ramené immédiatement en avion. 10 ont été ramenés en avion et nous avons été soignés à l'hôpital Claude Bernard à Aubervilliers. D'ailleurs, cet hôpital a été détruit il y a 7 ans, mais faisait partie des hôpitaux de l'assistance publique de Paris. Tous les fichiers sont là pour le prouver. Et j'ai revu Lutetia après, mais j'ai eu le typhus, on m'a soigné du typhus, et sur 10 qui ont été amenés à l'époque, je suis le seul vivant qui était resté. Et le professeur Morin, si je ne me trompe pas, si vous me permettez un gros mot, parce que cela m'a été répété
Mais il disait dans les couloirs, c'était un homme comme quoi, il y a des hommes qui donnent leur vie pour sauver d'autres vies. Il disait, je peux dire un gros mot, oui, sacrément d'une merde. Ils me claquent tous dans les doigts, j'en sauverai pas un. Et il en a sauvé un, c'était le plus petit. Et comme remerciement, je me suis excusé. C'est lui qui m'a appris à manger la soupe. Une cuillère pour maman, une cuillère pour papa. Et un beau jour, où ça allait beaucoup mieux, c'était un dimanche, il vient me voir et me donne encore la soupe. Et comme j'avais les mains plus attachées, parce qu'autrement, il m'est arrivé un cas, c'est que les infirmières venaient voir comment j'allais, température, etc. Et j'étais attaché. Et quand j'étais détaché, je voyais toujours des petits diables devant la porte qui riaient et qui me faisaient des coques, tu vas mourir, tu vas mourir. Le délire, certainement. Et j'avais pris, comme j'avais main libre, le pot d'eau. Et un beau jour, l'infirmière qui est arrivée, heureusement que je n'avais pas touché, mais le pot d'eau est toute l'eau sur elle, le pot d'eau. Alors, on m'a rattaché, j'allais mieux. Et quand le docteur, je vous parle, je reviens ce dimanche où il me donnait la soupe, pour papa, pour maman, il avait son chapeau à l'envers sur mon lit, ce chapeau me travaillait, j'ai pris la soupe et je lui ai dit, pour toute la famille, tout doucement, et je lui ai versé la soupe dans le chapeau. Il en a ri d'ailleurs, et je lui ai remplacé son chapeau. Voilà un cas vécu. Merci Henri Maître.